Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'un roman de Capucine Leroy, Tornade sur le Larzac. C'est un petit coup de cœur pour moi. Voici le résumé. Au fin fond du Larzac se trouve le petit village tranquille de Trifouilly-les-Oies. Non loin de là, le couvent de Sainte-Catherine abrite une fraternité de 7 sœurs. Tout ce petit monde sera bientôt bouleversé par l'arrivée impromptue d'une religieuse pas comme les autres, Marie-Joseph, envoyée dans ce couvent par sa hiérarchie en raison de son insubordination caractérisée. Ils espèrent que la poigne de fer d'Adélaïde, la supérieure, suffira à la remettre dans le droit chemin. Mais c'est sans compter le caractère impétueux et entier de Marie-Joseph. Elle n'a pas son pareil pour s'attirer des ennuis, mais son sort, toujours grâce à sa volonté, son imagination débordante et son bon coup de cœur. Prologue. Perdu sur le causse du Larzac, se trouvait un petit village isolé, répondant au joli nom de Trifouilly-les-Oies. Ses maisons aux toits de lauze étaient dispersées autour de la place centrale, sur laquelle on trouvait l'église et la mairie, qui servaient également d'épicerie, de bar, de restaurant, de bureau de poste, de banque. Certaines petites rues étaient si étroites qu'on ne pouvait y passer que l'un derrière l'autre. Pour d'autres, il fallait être en bonne santé pour réussir à atteindre le haut sans être trop essoufflé. En hiver, lorsque la neige ou la glace les recouvrait, elles servaient de tremplin à toutes les personnes en âge de monter sur une luge. Certains se satisfaisaient d'un simple sac poubelle ou d'un grand carton, et tous atterrissaient en riant dans les ballots de paille disposés par sécurité en bas de la rue. En plein été, si l'on tendait l'oreille, on pouvait entendre le chant mélodieux des mésanges, des moineaux, le bêlement des brebis qui traversaient le village, et même les cigales y mettaient tout leur cœur. La mère avait pris depuis longtemps un arrêté les concernant, indiquant que ce bruit était caractéristique à la région et qu'elle ne recevrait aucune plainte concernant ces insectes. Elle avait même planté un panneau à l'entrée de la commune qui annonçait la couleur. Il était en effet déconseillé de s'arrêter si l'on ne supportait pas les bruits et les odeurs de la campagne. Cet acte avait été salué par bon nombre d'habitants, et un reportage aux informations avait mis en avant ce petit village. La mère était jeune, à peine une trentaine d'années, mais son courage et sa force n'avaient d'égal que son amour pour son village et ses bêtes. Des jardinières apportaient çà et là des touches de rouge, de blanc ou de violet aux fenêtres et aux balcons. En hiver, les fleurs étaient remplacées par des décorations de Noël qui faisaient briller les maisons de mille feux. La place du village était ombragée, grâce à plusieurs chênes blancs. L'un d'eux, 3 fois centenaire, surplombait un lavoir en pierre qui servait de source d'eau. De vieilles femmes venaient parfois y laver leurs draps, comme dans les temps anciens, pour la plus grande joie des touristes, heureux d'observer les coutumes locales. Les enfants étaient autorisés à participer, et leur rire cristallin explosait lorsqu'ils donnaient de grands coups de battoir pour expulser l'eau des textiles mouillés et savonnés. Les plus hardis s'essayaient à l'essorage, en tordant des draps manuellement. La plupart se retrouvaient trempés, ne résistant pas à la tentation de chahuter avec l'eau, sous le regard indulgent de leurs parents. Les jours de marché, on entendait les commerçants haranguer les clients, faire l'éloge de leurs produits. Certains entonnaient des chants locaux pour mettre l'ambiance. Les étals étaient colorés, et il était impossible de repartir sans avoir acheté quelque chose, ne serait-ce qu'un paquet de bonbons ou un bouquet de fleurs séchées. Ce havre de paix comptait à peine 70 habitants à l'année, un peu plus en été grâce aux vacanciers logeant au camping, et depuis quelques mois à une communauté hippie installée dans une vieille bâtisse à la sortie du village. Plusieurs couples de trentenaires l'avaient achetée, rénovée à l'ancienne, pour en faire leur résidence principale. Ils vivaient de diverses cueillettes et cultures qu'ils revendaient sur le marché, tout comme leur artisanat, bijoux, savons, paniers en osier, vêtements en laine prélevés sur leurs brebis. Ils élevaient également des poules et des chèvres pour les œufs et leurs produits laitiers. Ils n'avaient pas toujours très bonne réputation, surtout auprès des personnes âgées, qui ne voyaient en eux qu'une bande de fainéants mal fagotés et chevelus. Mais ils faisaient tout leur possible pour modifier les mentalités en s'impliquant dans la vie du village dès qu'ils le pouvaient. À quelques kilomètres de là,
Un couvent ayant traversé les siècles se tenait sur la colline dont il portait le nom, le couvent Sainte-Catherine. Il était de taille très modeste, et seule la présence d'une chapelle révélait qu'il s'agissait d'un bâtiment religieux. Une petite fraternité de franciscaines vivait là, 7 sœurs qui profitaient du calme de l'endroit, propice au recueillement et à la dévotion. Lorsqu'elles n'étaient pas en prière, elles se consacraient à la fabrication de bonbons et de pots de miel, grâce aux produits de plusieurs ruches offertes par un apiculteur du village. En plus du miel, elles récoltaient aussi de la cire, qui leur servait à confectionner des bougies ou à lustrer et entretenir les quelques meubles dont elles disposaient, ainsi que le mobilier succinct de la chapelle. Elles cultivaient également leur potager, qui leur apportait de quoi subvenir à leurs besoins. Régulièrement, les habitants de Trifouilly-les-Oies ou les touristes passaient au couvent pour se fournir en miel, en bougies ou en cire artisanale. On venait parfois de loin, grâce à la publicité qui était faite par les visiteurs sur leurs réseaux sociaux. Le produit des ventes était ensuite reversé à l'économat général, qui le redistribuait alors à diverses œuvres de charité. Les enfants étaient heureux de s'y rendre, car les religieuses possédaient une mini-ferme pédagogique, ce qui permettait aux bambins d'approcher de près des lapins, des brebis, des poules et même l'âne Mathurin, une brave bête âgée de 5 ans, à la robe gris tourterelle et à la croix noire sur le dos. Il impressionnait les plus petits, mais sa gentillesse lui permettait de gagner le cœur les plus récalcitrants, qui s'empressaient de caresser ses longues oreilles et de l'embrasser en riant aux éclats dès qu'il sortait sa langue pour les gratifier d'une grande léchote. On avait offert aux religieuses une vieille charrette rénovée par plusieurs oisillons. Elle leur servait à organiser des promenades, notamment lors de la fête du village, Mathurin en tête pour la plus grande joie de tous. À divers moments de l'année, les sœurs recevaient des dons en nature, tels que des cagettes de fruits ou de légumes, ce qui leur permettait d'améliorer un peu leur quotidien. Lorsqu'il y avait des excédents, il n'était pas rare qu'elles les redistribuent à des personnes âgées, qui n'avaient pas toujours la possibilité de faire elles-mêmes leurs courses, ou à des personnes dans une grande précarité. Tout ce petit monde vivait en harmonie et pensait que cela durerait toujours, mais c'était sans compter l'arrivée d'une religieuse quelque peu spéciale. Voilà les amis, un extrait donc du petit roman Tornade sur le Larzac de Capucine Leroy. C'est un petit coup de cœur pour moi. Là, ce n'est que le paysage qui est planté. Et vous allez voir que quand Marie-Joseph va débarquer, ça va changer. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.